Ce que ton rapport à l'argent dit de tes blessures d'enfance. Est-ce que tu t'es déjà surpris à dépenser impulsivement juste après une bonne nouvelle? Ou au contraire, à te refuser des choses dont tu as besoin, même quand tu peux te les permettre? On croit que notre rapport à l'argent, c'est une question de budget, de discipline, de bon sens. Mais ce que la psychologie nous dit, c'est que c'est souvent bien autre chose. C'est une empreinte. Une empreinte laissée par ce qu'on a vécu, observé et ressenti quand on était enfant. Quand on est enfant, on est comme une éponge, on absorbe tout. Les discussions autour de l'argent à la maison, ou les silences qui parlent parfois encore plus fort, les angoisses de nos parents en fin de mois, les cadeaux donnés à la place d'une conversation, les « on n'a pas les moyens » répétés comme un mantra. Notre cerveau, à cet âge-là, n'analyse pas, il ressent, et il fait des associations émotionnelles très puissantes. L'argent égale tension, l'argent égale amour, l'argent égale danger, l'argent égale honte. Ces associations, on les transporte dans l'âge adulte, et elles deviennent ce que les psychologues appellent des money scripts, des croyances inconscientes qui gouvernent nos décisions financières. Brad Klontz, un psychologue financier américain qui a consacré sa carrière à ce sujet, a montré que la plupart d'entre nous agissons selon des schémas qu'on n'a jamais consciemment choisis. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 de ces profils, et je t'invite à observer lequel te ressemble, sans te juger, juste en observant. Profil 1, la dépense compulsive. Le premier profil, c'est la dépense compulsive. Tu dépenses quand tu es triste, quand tu es stressé, quand tu te sens vide ou dépassé par les événements. L'achat procure un soulagement immédiat, comme un câlin qu'on se donne à soi-même. Et ce n'est pas une question de faiblesse, c'est un mécanisme de régulation émotionnelle. Le cerveau a appris, un jour, que dépenser fait du bien, et il reproduit ce comportement chaque fois qu'il a besoin de se calmer. Un exemple concret. Imagine quelqu'un qui a grandi dans une maison froide émotionnellement. Pas de câlins, peu de mots doux, mais des cadeaux à Noël et pour les anniversaires. Inconsciemment, son cerveau a associé recevoir quelque chose de matériel à être aimé. Adulte, quand il se sent seul ou rejeté, il achète. Pas parce qu'il veut l'objet, mais parce que son cerveau cherche cette sensation d'être enfin comblé. Si tu te reconnais là-dedans, la question n'est pas « comment je m'arrête de dépenser », c'est « qu'est-ce que j'essaie de combler ». Profil 2, la privation volontaire. Le deuxième profil, c'est presque l'opposé. Tu ne te permets rien. Tu vis dans une frugalité extrême, même quand tu gagnes bien. Tu remets les dépenses à plus tard, tu te culpabilises dès que tu te fais plaisir, et tu as toujours la sensation que ça peut s'effondrer. Ce schéma vient souvent d'une enfance marquée par l'instabilité financière. Un parent qui perdait son emploi régulièrement, des mois tendus, des conversations angoissées. Le cerveau enfant a retenu un message très précis. L'argent est fragile, il disparaît, ne fais pas confiance à ce que tu as. Par exemple, Léa gagne 4 000 € par mois depuis 3 ans. Elle a un matelas confortable. Mais elle hésite encore à s'acheter un manteau neuf à 80 € parce qu'elle se dit « et si ça tourne mal ?» À 8 ans, elle entendait ses parents se disputer à voix basse la nuit à cause des factures. Elle n'a jamais décidé de vivre dans la peur. Son système nerveux l'a fait pour elle. La privation volontaire, c'est souvent une façon de ne jamais être pris au dépourvu. Mais à force de se préparer au pire, on se prive du présent. Profil 3. L'argent comme mesure de valeur. Le troisième profil, c'est celui qui ne peut pas s'arrêter. Travailler plus, gagner plus, accumuler plus. Pas vraiment pour profiter, mais pour prouver. Prouver quoi? Que tu vaux quelque chose. Ce profil est souvent lié à une enfance où l'amour était conditionnel, où les bonnes notes étaient récompensées, les échecs ignorés ou punis, où la performance primait sur la personne. Le message reçu, même implicitement, c'était « tu dois mériter ta place ». Adulte, le compte en banque est devenu un bulletin de notes. S'il monte, tu vas bien. S'il stagne, tu doutes de toi. Ici, nous avons l'exemple de Thomas, un jeune entrepreneur de 35 ans qui réussit bien. Mais il ne prend jamais vraiment de vacances, il vérifie ses revenus plusieurs fois par jour, et quand un mois est moins bon, il tombe dans une anxiété profonde.
Pas à cause de l'argent en lui-même, mais parce que ça lui renvoie une image de lui-même qu'il ne supporte pas. Le problème avec ce profil, c'est que le seuil se déplace toujours. Il n'y a jamais assez, parce que la vraie question n'est pas financière, elle est émotionnelle. Profil 4, la culpabilité d'avoir. Le 4e profil est peut-être le plus discret, et pourtant un des plus douloureux. Tu as de l'argent, ou tu commences à en avoir, mais tu te sens coupable. Tu donnes trop facilement, tu minimises ta réussite, tu t'excuses d'avoir ce que les autres n'ont pas. Ce schéma touche souvent les gens qui ont grandi dans un environnement où la richesse était associée à quelque chose de mal. Les riches sont des profiteurs, l'argent corrompt, ou simplement une famille modeste où réussir différemment des parents pouvait ressembler à une trahison, même sans que personne ne le dise explicitement. Prenons le cas de Sarah qui vient d'obtenir une promotion importante. Au lieu de célébrer, elle minimise devant sa famille, dépense rapidement son bonus pour que ça ne se voit pas trop, et ressent une gêne diffuse qu'elle n'arrive pas à nommer. Ce qu'elle ressent en réalité, c'est une loyauté inconsciente à son milieu d'origine, comme si briller trop fort était une forme d'abandon. Réussir ne devrait pas être une trahison, mais pour beaucoup de gens, ça le devient, jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? La première étape, c'est de nommer. Pas pour s'excuser, pas pour accuser ses parents, mais pour comprendre. Parce que quand tu comprends d'où vient une réaction, tu cesses de te battre contre toi-même. Tu commences à te voir avec un peu plus de douceur. La deuxième étape, c'est d'observer sans juger. La prochaine fois que tu fais un achat impulsif, que tu refuses une dépense ou que tu te sens coupable d'une réussite, pause. Pose-toi juste une question. Qu'est-ce que je ressentais juste avant ? Pas besoin d'une réponse parfaite, juste l'habitude de te poser la question. Parce que cette habitude-là, c'est le début d'une vraie liberté. Ton rapport à l'argent n'est pas un défaut de caractère, c'est une histoire. Et comme toute histoire, elle peut s'écrire différemment, à condition de d'abord oser la lire. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 4 profils tu as reconnu chez toi ? Est-ce que ça t'a surpris ou au contraire tu t'y attendais ? Je lis tout, vraiment. Et si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, parce que dans la prochaine, on va parler de quelque chose d'encore plus profond. Pourquoi certaines personnes sabotent leur succès au moment exact où elles y arrivent enfin ?